Il y a quelques temps sur la chaîne, je vous ai parlé de ce qui était pour moi la pire période pour NXT. Les débuts où ce n'était qu'une émission de télé-réalité avec la WWE qui ne savait elle-même pas réellement où ça allait mener. Après l'échec de la Nexus à la fin de la première saison et le fait que les saisons suivantes n'ont pas mené bien loin non plus, la WWE annule la saison 6 de son émission de télé-réalité et nous accueille le 20 juin 2012 à la Full Sail University à Orlando en Floride pour le premier épisode de ce qui va rapidement devenir l'une des meilleures émissions de la WWE. Parti d'un petit hangar à Orlando avec quelques catcheurs du circuit indépendant et de la FCW pour finir par voyager à travers le monde entier et remplir des grandes salles américaines, c'est l'heure de parler des grandes heures de NXT Black and Gold. Si vous êtes prêts pour retracer ce qui a fait les grandes heures de NXT, alors en rappel de la saison 1, n'oubliez pas de mettre le bouton like et s'abonner dans une course de brouette, et maintenant que c'est fait, on peut revenir sur pourquoi NXT Black and Gold était si spécial et sur ce qui a mené à sa fin. À ses débuts, NXT va complètement changer de ce qu'on avait l'habitude de voir comme troisième branche à la WWE. Fini la ECW qui n'avait d'extrême que le E et Papy du coffre à catch et dont les storylines n'avaient pas grand intérêt. Fini l'ancienne NXT où on devait courir avec un fût de bière pour montrer qu'on pouvait être catcheur. Le nouveau NXT allait tout changer. Déjà au niveau de la présentation, NXT c'est différent de tout ce qu'on voit à la WWE. Plus de grandes salles et de shows enregistrés avant SmackDown pour essayer d'attirer du public, on se retrouve maintenant dans une toute petite salle avec une capacité de seulement 400 personnes et une arène très minimaliste. Mais c'est quelque chose de très positif étonnamment. Quoi qu'on en dise, c'est une très bonne idée. Les fans deviennent rapidement des habitués et la WWE arrive à véritablement créer une communauté autour de son show avec non plus des fans WWE qui assistent au show, mais vraiment des fans NXT. Les gens qui font le déplacement dans la salle, ils viennent vraiment pour voir NXT, par attrait pour les talents qui seront créés là-bas, et rapidement ils vont accrocher aux histoires pour carrément devenir le peuple de la NXT qui suit l'évolution des storylines et des catcheurs sans prendre en compte la taille de la salle. En bref, la WWE s'offre sa propre mini-fédération indépendante au sein même de cette gigantesque structure et ça va faire beaucoup pour le produit NXT. En plus de ça, moi je trouve que l'arène minimaliste ça permet de pas donner l'impression de petits poissons dans une grande mare, et quand on voit Seth Rollins débarquer lors des premières émissions, on voit directement le potentiel de star. Pas besoin d'artifice autour de lui ou des autres. Ceux qui allaient exploser se suffisaient à eux-mêmes. NXT n'avait pas pour but de prendre un gars pour le mettre au sommet comme ce qu'on peut voir dans le roster principal. Le but c'était vraiment de voir ce que les hommes et les femmes du roster de NXT avaient à offrir et comment tout ça pourrait être utilisé par la suite. Et justement, avec les précieux conseils de Dusty Rhodes dans les vestiaires, NXT a su créer de grands noms, dont certains qui ont marqué l'histoire de la WWE et même du catch en général. À l'époque des débuts de NXT, on a quand même dans le roster Big E ou Bray Wyatt, mais aussi des stars du circuit indépendant comme Seth Rollins qui va devenir le premier champion NXT de l'histoire, ou encore des produits purement WWE comme par exemple Roman Reigns. D'ailleurs concernant Roman Reigns, même s'il y a peu de gens qui ont suivi son run du côté de NXT, on peut remarquer que certains des éléments de son personnage de Tribal Chief sont directement tirés de son premier personnage heel de NXT. À côté de ça, on a petit à petit un roster féminin qui va se développer en mettant de côté l'aspect diva du roster principal pour se concentrer sur les qualités de catch et de storytelling des catcheuses pour enfin nous proposer du vrai catch féminin et véritablement lancer la révolution féminine quelques années plus tard. Mais vous inquiétez pas, on reviendra sur la division féminine de NXT un petit peu plus tard parce qu'en réalité, au début, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais pour revenir sur les talents de NXT, en plus d'un bon roster de catcheurs en solo, NXT s'est aussi donné comme spécialité de créer des équipes qui vont marquer l'histoire de la WWE et du catch en général, et même pour ceux qui ont disparu ou n'ont pas fait de grande carrière, leur présentation était excellente et leur donnait une sacrée crédibilité à l'époque. D'ailleurs, si on regarde un petit peu la WWE et même le monde du catch en général aujourd'hui, on se rend compte que nombreuses sont les équipes qui sont des produits de NXT. Regardez les Usos, les Street Profits, les Viking Raiders ou même encore FTR, qui même s'ils ne sont pas à la WWE sont un pur produit NXT, on se rend bien compte qu'il y avait là-bas une volonté de revaloriser le catch par équipe et de remettre en avant cet aspect qui était délaissé depuis de nombreuses années dans le roster principal. Avec un titre majeur masculin et féminin ainsi que des titres par équipe, on a donc une grande opportunité pour les divers noms du roster de briller à leur manière avec des storylines menant à des matchs de championnat ou même de simples rivalités qui permettent de construire des personnages. Et justement, après avoir remporté le tournoi pour couronner le premier champion de NXT, Seth Rollins sera pendant quelques temps l'image centrale de NXT pendant que de son côté la jeune Paige ira crédibiliser la division féminine en remportant le titre féminin. Et en parlant de la division féminine, on ne peut pas nier que c'est là-bas que la révolution féminine à la WWE s'est lancée. Le tournant principal de cette révolution à la WWE, c'est l'arrivée dans le roster principal de Sasha Banks, Charlotte et Becky Lynch, qui sont toutes les trois purs produits de NXT et qui ont depuis explosé et sont trois des noms les plus marquants du catch féminin aux États-Unis. C'est vraiment là-bas en premier que la WWE a commencé à voir le catch féminin d'une manière différente, sans ce côté diva et gênant qu'on avait dans le roster principal depuis de nombreuses années.
Et honnêtement, on s'en rend peut-être pas compte, mais la division féminine de la WWE actuellement, on la doit à 80% à NXT. Regardez Charlotte, Bayley, Sasha Banks, Becky Lynch, Alexa Bliss, Io Sky, Dakota Kai, Shotzi, Bianca Belair, Rhea Ripley et compagnie, quasiment toutes ont fait leur preuve à NXT avant de rejoindre le roster principal. Et parmi les noms que j'ai cités, on retrouve des noms de toutes les générations, de la première période de NXT jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, la division féminine a tout retourné là-bas, prouvant un talent de fou et nous proposant des matchs exceptionnels leur permettant d'obtenir une place méritée dans le roster principal. Alors évidemment, j'imagine qu'il y en a certains qui vont me dire que la révolution féminine, c'est pas la WWE qui l'a inventée et que le catch féminin était largement mis en avant partout dans le monde avant ça. Et vous aurez raison. Mais pour le coup, à la WWE, il y avait vraiment besoin d'un gros changement et à mon sens, c'est NXT qui l'a apporté. Mais pour revenir aux deux plus gros noms du début de NXT dont j'ai parlé juste avant, à savoir Paige et Seth Rollins, quand on parle de ces deux-là en réalité, ça nous inspire surtout des gens qui ne sont pas restés à NXT si longtemps que ça. Et pour cause, ils ont rapidement été repérés pour leur talent et donc ils vont être immédiatement appelés dans le roster principal pour permettre à d'autres noms de faire les grandes heures de NXT. Oui, parce que c'est important de rappeler qu'à la base, NXT avait pour vocation de créer les stars de demain et donc il n'était pas question de laisser un Seth Rollins tout exploser là-bas, il fallait le ramener dans le roster principal. En plus de ça, à l'époque, on avait souvent des apparitions de catcheurs du roster principal qui venaient pour mettre en lumière et conseiller les jeunes rookies de NXT, je me rappelle notamment d'une apparition marquée de CM Punk ou encore de Randy Orton, mais rapidement, on va voir que la WWE va s'éloigner de ce côté développement pour véritablement créer un troisième roster. Pour moi, tout commence quand ils ont l'idée de proposer des gros shows mensuels. Ces shows, vous les connaissez tous, je parle bien sûr des NXT Takeover. Tout est dans le nom. Même pas besoin de voir le show pour comprendre, NXT allait prendre en main la WWE et attirer tous les fans vers ces shows. Mais si pour moi tout commence avec les premiers takeovers, c'est que si au début on a des storylines par-ci par-là et des échanges avec le roster principal, quand NXT va commencer à créer ses équivalents de pay-per-view, c'était game over pour Raw et SmackDown. Bon évidemment j'exagère, hein, Raw et SmackDown ont toujours fait plus d'audience que NXT, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que maintenant NXT n'avait plus pour intérêt de créer des stars pour le roster principal, mais voulait réellement créer ses propres stars. Le premier événement spécial de ce type que NXT nous propose, c'est NXT Arrival, et à ce moment-là, on est en 2014, et même si on a des storylines plutôt cool dans le roster principal, rien que la carte de ce premier événement nous montre à quel point le potentiel de NXT était immense. Cesaro contre Sami Zayn qui nous sortent une folie furieuse de plus de 20 minutes, The Ascension qui battent Too Cool qui font leur retour pour mettre en avant de jeunes stars, et d'ailleurs l'Ascension je vais y revenir plus tard dans la vidéo, Paige contre Emma pour le titre féminin dans un match plus que correct, et enfin en main event, un événement dont je me rappelle encore à ce jour, Bo Dallas contre Adrian Neville dans un ladder match pour le titre NXT. Vous imaginez pas la hype que j'avais pour ce match, et ce qui est encore plus fou, c'est qu'à l'époque je ne suivais même pas les shows de NXT, je ne regardais que les news et quelques vidéos que je pouvais trouver, et pourtant j'étais extrêmement hypé. Et croyez-moi, ce match est une pépite. Le fait qu'enfin Adrian Neville réussisse à remporter ce titre alors qu'il était l'un de mes favoris à l'époque de NXT, c'était une consécration incroyable à mes yeux. Mais ne croyez pas que NXT s'est arrêté après son premier show, non non non, les mecs ils reviennent 3 mois plus tard avec cette fois-ci le premier NXT Takeover sous ce nom qui va lancer pour de bon une série de shows exceptionnels. Alors, je vais pas faire la review de tous les takeovers dans cette vidéo, parce qu'il y a une série de pépites tellement longue que ça prendrait tout le reste de la vidéo, mais sérieusement, entre 2014 et 2021, je pense que je pourrais vous citer un match par show minimum qui vaut la peine d'être vu. Et s'il y en a un en particulier qu'il faut voir, c'est le main event de NXT Takeover Revolution entre Sami Zayn et Adrian Neville. Si à l'époque je pouvais clairement dire que Adrian Neville était l'un de mes favoris pour ses manœuvres aériennes et son style de catch, Sami Zayn était peut-être celui qui rivalisait le plus avec et qui était peut-être mon favori ultime à l'époque. Déjà, c'est peut-être un peu con, mais pour moi, ce gars m'inspirait l'Europe. Et mine de rien, pour nous qui ne sommes pas américains, c'est un bon argument. Alors oui, il est pas du tout européen, mais le fait qu'il soit francophone et qu'il ait une tenue avec plein de drapeaux, dont des drapeaux européens, ça amplifiait le fait que je le trouvais cool parce que je pouvais plus facilement m'identifier à lui. Et d'ailleurs, puisque j'en parle, NXT nous a aussi permis de voir des catcheurs européens et même français à la WWE, avec entre autres Sylvester Lefort, qu'on connaît nous en France sous le nom de Tom LaRufa, et clairement, c'est grâce à NXT que les Français et les Européens ont eu ce genre d'opportunités qui font vachement plaisir. Mais bref, pour revenir sur Sami Zayn, c'était pas que ça qui faisait qu'on l'aimait beaucoup. Le comportement du gars, son talent in-ring, sa musique, le fait qu'il soit vendu comme un underdog et que c'est une histoire qu'on adore quasiment tous, enfin bref, Sami Zayn c'était le GOAT et croyez-moi, ça l'est toujours. Et donc, quand on arrive à NXT Revolution et que ça fait des semaines qu'on a une storyline hyper prenante entre Sami Zayn et Adrian Neville que je pense vraiment retracer sur la chaîne tellement elle était intéressante, on espère tous que Sami Zayn va créer l'exploit. Et l'exploit, croyez-moi que Sami Zayn va le créer dans un moment hyper émouvant puisqu'il va réussir ce soir-là à remporter le titre NXT.
j'étais vraiment comme un dingue. Et si vous ajoutez à ça le fait que NXT continue à nous raconter une histoire avec juste après le match l'attaque de son meilleur ami Kevin Owens, vous avez la recette parfaite pour convaincre les fans que NXT était le show à suivre. Mais honnêtement, d'ici à ce que je vous raconte l'histoire, je vous invite vraiment à aller vous refaire ce match parce que rien que l'ambiance dans la salle, on a un public de seulement 400 personnes, mais ils sont tous à 100% derrière Sami Zayn et c'est hyper beau à voir. Et d'ailleurs, ça va peut-être en surprendre certains, mais je trouve que cette victoire prend encore plus en ampleur puisque dès sa première défense de titre, Sami Zayn se fait démolir par Kevin Owens qui récupère le titre sans même le couvrir, et pour le coup, ça m'avait hypé de fou à l'époque et ça fait partie de mes rivalités préférées de NXT. Et puisqu'on est là-dessus, NXT c'est aussi des rivalités de fous qui ont réussi à investir et à convaincre de nombreux fans au fil des années. Alors je pourrais bien sûr pas toutes les détailler, mais je peux au moins vous citer celles qui m'ont le plus marqué à l'époque. Donc déjà évidemment, comme je vous l'ai dit, celle entre Sami Zayn et Kevin Owens, pour moi c'était une dinguerie sans nom, au même titre que celle entre Sami Zayn et Adrian Neville, mais celle-là c'est sûr que je la retracerai sur la chaîne. Des années plus tard, on aura Gargano contre Tommaso Ciampa qui était juste parfaite et je vous conseille absolument tous les matchs de cette rivalité. On avait aussi Finn Balor contre Samoa Joe qui avait clairement sa place dans le roster principal selon moi. Sasha Banks contre Bayley, j'ai même pas besoin de vous en parler, vous la connaissez tous déjà. Et enfin DIY contre The Revival pour la division par équipe qui nous a tous régalé également. Enfin bref, j'en cite pas plus parce que sinon on en a pour la nuit. Mais puisque je reparle de la division par équipe, ça va me permettre d'aborder le fait que NXT était un sacré terrain pour créer des équipes hyper fortes. Malheureusement, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que si NXT était un superbe terrain pour les créer, le roster principal en était un sacré pour les détruire. Alors je vais pas relancer l'éternel débat de est-ce que oui ou non le roster principal a gâché toutes les stars de NXT, ça dépend vraiment des cas, mais j'aimerais quand même aborder le cas d'une équipe qui m'avait beaucoup marqué à l'époque et qui n'a pas fonctionné dans le roster principal à ma plus grande surprise, je parle de l'Ascension. Alors, je prends leur exemple parce qu'à mes yeux c'est le plus marquant. Que la WWE rate le coche avec des Keith Lee, des Bo Dallas ou des Neville, je veux bien. Il y a un côté un peu indie peut-être qui ne va pas plaire aux officiels du roster principal. Mais pour moi l'Ascension c'était vraiment le catch, et j'irais même plus loin parce que pour moi l'Ascension c'était le catch WWE. Et je sais qu'en citant l'Ascension je vais en faire halluciner certains parce que évidemment qu'il y a de bien plus gros ratés qu'eux dans le roster principal. Moi aussi j'aurais évidemment voulu voir l'Undisputed Era tout défoncer et avoir toutes les ceintures de Raw et de SmackDown. Mais si je parle de l'Ascension, c'est parce que pour moi leur style correspondait vraiment à la WWE et donc je ne comprends pas comment ils sont pas allés plus loin. Enfin bref, NXT a servi à construire des équipes de fous et nous a proposé des rivalités excellentes, mais si on revient un petit peu à la chronologie, on peut aborder une époque qui selon moi était le véritable âge d'or de NXT, je parle bien sûr de la période 2016-2019. Alors, je pourrais évidemment pas tout résumer. Déjà, il y a des moments que j'ai oubliés, d'autres que je n'ai pas vécu ou qui m'ont moins marqué, donc je compte beaucoup sur vous en commentaire pour me faire part de ce qui pour vous a fait les plus grandes heures de NXT. Mais en ce qui concerne la période 2016-2019, c'est une certitude que c'est le véritable âge d'or de NXT. C'est pendant cette période qu'on a eu l'excellente rivalité entre Samoa Joe et Finn Balor, mais aussi qu'on a vu débarquer un nombre de mecs incroyables avec des Nakamura, des Bobby Roode, des McIntyre, des Adam Cole et son Undisputed Era, ou encore des Keith Lee et d'autres que je ne peux pas citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Et d'ailleurs, franchement, l'Undisputed Era, pour moi, c'est l'un des meilleurs clans de l'histoire dont on ne parle pas assez. Le style qu'ils avaient quand ils avaient toutes les ceintures, c'était absolument fou. Les mecs étaient heal et malgré ça, ils avaient la foule dans la paume de leurs mains, c'était juste exceptionnel. Et c'est cette période, selon moi, qui a vraiment mis NXT sur le devant de la scène. Avec des main events qui explosaient tous les matchs de la WWE, le fait qu'en parallèle, certaines des anciennes stars comme Kevin Owens étaient au top du roster principal, mais aussi et surtout le fait que les NXT Takeover qui avaient lieu la veille des gros pay-per-view comme SummerSlam ou WrestleMania étaient tellement des dingueries qu'ils faisaient parfois de l'ombre au show principal. D'ailleurs, ça me rappelle un extrait dans un reportage où on voit Triple H parler au roster de NXT juste avant un takeover et il leur dit un truc du style: ce soir proposez un show de dingue et rendez-nous la tâche très difficile si on veut essayer de faire mieux demain pour SummerSlam. Le show se déroule évidemment à merveille, NXT nous propose un takeover de fou et du coup Triple H va leur dire après le show: les gars, je vous avais dit de nous rendre la tâche difficile, pas de la rendre impossible. Oui, c'était bien à ce point-là et ça a permis de mettre en lumière des talents du circuit indépendant et pendant des années c'était l'endroit où ils voulaient quasiment tous être. La WWE avait réussi à créer une troisième branche incroyable dans laquelle les fans se retrouvaient et les catcheurs aussi, avec un style entre la WWE et la scène indépendante. Pendant cet âge d'or, on a aussi eu le retour de stipulations jamais vues comme le War Games qui d'ailleurs a été amené jusque dans le roster principal cette année, et on a aussi vu de nouvelles ceintures se créer comme le championnat nord-américain qui a mené à des matchs de fou, notamment le tout premier ladder match que vous pouvez montrer à n'importe quel non-fan de catch et je vous jure il en sortira comme un fou. Enfin bref, trop de choses à dire sur cette période de NXT. C'était vraiment le prime selon moi et on avait vraiment passé la seconde. Après avoir créé des stars pour le roster principal, en particulier féminine avec les 4 Horsewomen, mais également avec Kevin Owens, Seth Rollins ou Bray Wyatt et aussi des catcheurs importants du mid-card comme Sami Zayn ou Neville à l'époque, il était maintenant temps pour NXT de créer son propre monde et de marquer l'histoire. Vous l'aurez remarqué, j'ai cité beaucoup de noms qui ont fait les grandes heures de NXT et j'en ai oublié de très nombreux, mais parmi ceux que j'ai oubliés, il y en a un qui selon moi est plus important que les autres. Finn Balor.
Juste ça, rien de plus à ajouter, juste Finn Balor. Ce gars a un talent incroyable qui a pendant longtemps été grandement sous-coté. Après avoir fait ses débuts du côté de NXT et avoir introduit le personnage fascinant du démon, le gars est littéralement devenu le visage du show jaune avant de devenir le premier champion universel dès ses débuts dans le roster principal. Mais si on pensait à ce moment-là que ça allait être la fin pour Finn Balor du côté de NXT, puisqu'on imaginait qu'il s'était fait une place dans le roster principal, après s'être blessé et avoir perdu le titre universel puis avoir un peu stagné en mid-card, le mec nous a donné tort en revenant à NXT non seulement, mais en dominant une fois de plus le show en redevenant champion. Et en plus de ça, avec ses matchs de qualité et son personnage qui a fédéré tous les fans, Finn Balor a véritablement créé le chemin pour les stars du circuit indépendant qui ont suivi après lui. Personnellement, le moment qui m'a le plus marqué lors du run de Finn Balor du côté de NXT, c'est évidemment le match contre Kevin Owens pour le titre de champion NXT au Japon. L'émotion était immense, c'était une époque excellente. Pendant tout cet âge d'or de NXT, c'était Triple H qui était aux commandes et ça se sentait. Et d'ailleurs, on ressent un petit peu maintenant la même chose dans le roster principal. Triple H a su transitionner entre les deux parfaitement et ce qui a fait les grandes heures de NXT fait maintenant les grandes heures du roster principal. Et en vrai, imaginez le truc de fou, genre là on est tous contents de voir Triple H gérer la WWE, on croit que 2023 ça va être une année de fou, et là genre Vince McMahon il revient, tu sais je sais pas, il redevient président, enfin il vend la WWE à l'Arabie Saoudite. Ah ce serait fou en vrai. Bon non, ça arrivera pas. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est compliqué voire impossible de résumer l'intégralité de cet âge d'or de NXT tellement il y a de shows importants, mais du coup j'ai fait une petite sélection de shows et de matchs en particulier que je peux vous conseiller pour cette période. Déjà, pour tous ceux qui n'ont pas le network, je vous invite à aller chercher sur YouTube des matchs de la période de NXT, la WWE en a posté certains dans leur intégralité et ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil. Mais pour ceux qui ont le network et qui veulent en voir plus, déjà tous les NXT TakeOver qui ont lieu avant des WrestleMania, c'est-à-dire TakeOver Dallas, Orlando, New Orleans, New York et Stand and Deliver, ils valent clairement le coup. Parmi les plus grands matchs de ces shows, on retiendra évidemment la masterclass entre Gargano et Ciampa à la Nouvelle-Orléans, qu'il faut absolument aller voir, ou encore le 2 out of 3 falls entre Gargano et Adam Cole à New York. Mais puisque je suis sur Adam Cole, si vous voulez revivre un double grand moment, je vous invite à regarder NXT TakeOver Brooklyn 2017. En termes de moments marquants de NXT, on a aussi bien sûr ceux que j'ai cités, mais également le classique Bayley Sasha Banks et l'immanquable Ilya Dragunov contre Walter à TakeOver 36, qui est une pure pépite. Mais si quand on parle de NXT, on parle surtout de la qualité des matchs en termes de in-ring, il n'y avait pas que ça. On avait de vraies histoires et de vraies rivalités et les shows hebdomadaires étaient très intéressants tout en étant suffisamment courts pour être digestes. Ils permettaient en plus de construire les rivalités pour les gros affrontements dans les grandes salles pour les takeovers et croyez-moi que NXT a enflammé le Barclays Center un bon nombre de fois. Et donc si jusqu'à présent j'ai beaucoup parlé des matchs, c'est important de comprendre que NXT c'était pas juste des spotfests et des gros matchs. Les rivalités étaient très intéressantes et on avait le droit à de très bonnes promos. Je me rappelle en particulier d'une promo de Adam Cole sur Karrion Kross qui est exceptionnelle et qui en un claquement de doigts vous rend fan de Adam Cole. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite évidemment à aller la voir, mais pour vous la résumer, globalement Adam Cole va dire que pendant que Karrion Kross a des artifices autour de lui qui servent à le rendre spécial, sa copine et son entrée entre autres, la seule chose qu'ils ont à faire pour rendre Adam Cole spécial, c'est sonner la cloche. Et évidemment, je parle de cette promo en particulier, mais c'est bien sûr pas la seule, et je vous invite d'ailleurs à revivre les meilleurs moments de NXT pour voir ces grandes promos et ces grandes rivalités. Mais il reste une dernière chose sur NXT. Parce qu'en plus de créer des stars et d'utiliser des grands noms du circuit indépendant, NXT Black and Gold était également très bien vendu grâce à des commentateurs de talent, et en particulier l'un des meilleurs commentateurs américains selon moi, l'un des plus sous-cotés, Mauro Ranallo. Je prévois de faire une vidéo pour retracer son histoire parce qu'elle est hyper touchante et très intéressante, mais pour se concentrer sur l'aspect commentateur, il a vraiment fait vivre NXT comme jamais personne auparavant. Son talent et son travail ont permis à des fans qui ne connaissaient pas le produit de s'y intéresser et de se passionner pour les rivalités et les matchs qui se déroulaient là-bas, et son importance est très clairement sous-cotée dans le produit NXT. Le mec vendait les personnages comme personne, il avait son légendaire Mamma Mia qui a fini par être scandé par tous les fans tellement c'est drôle et adapté à plein de situations, il savait divertir et avoir le bon mot au bon moment, en bref, allez-vous regarder n'importe quel show commenté par Mauro Ranallo et je peux vous garantir que vous en sortirez passionné. C'est donc avec des gros matchs, des grosses rivalités, des ceintures dont on ressentait l'importance, des stipulations de fou et un rendez-vous pour les fans de catch et les catcheurs du circuit indépendant que NXT Black and Gold était une époque incroyable qui je pense ne sera jamais égalée. Alors je vais pas m'étaler là-dessus mais je suis obligé d'en parler parce que pendant un moment le show s'est retrouvé face à l'AEW dans ce qu'on a appelé la guerre du mercredi soir et NXT a fini par perdre ce qui a causé en partie son déclin. Mais on a tout de même vécu de grands moments avec
avec des matchs de fou dont on pouvait profiter chaque semaine, et surtout, à chaque fois qu'il y avait un takeover, on savait qu'on n'allait pas être déçu. Mais malheureusement, la conséquence probable de cette défaite dans les audiences, c'est le fait que Vince McMahon a probablement dû rager et a donc décidé d'aller fourrer son nez du côté de NXT pour nous sortir le show peinture NXT 2.0. Alors en soi, je comprends l'idée, hein, la WWE a complètement raté une génération de talents qu'ils auraient pu mettre au sommet pour avoir aujourd'hui une main card chargée, puisqu'ils étaient trop concentrés sur les Cena, Orton, Triple H ou Edge dans les années 2000-2010, et aujourd'hui, ils ne veulent pas recommettre la même erreur. Et ça se comprend encore une fois totalement, NXT 2.0 n'a plus du tout l'ambition d'être un troisième show à part avec ses stars qui restent là de manière indéfinie. NXT 2.0 sert maintenant à créer des stars de toutes pièces pour aller leur donner un run important dans le roster principal, et ça reste cool, mais au début, la transition a quand même fait très mal. Avec le départ de la plupart des stars, que ce soit du côté de l'AEW ou finalement dans le roster principal, on peut vraiment considérer qu'avec l'arrivée de NXT 2.0, ce qu'on connaissait sous le nom de NXT Black and Gold est mort, mais ça reste une période qu'on regarde aujourd'hui avec le sourire parce qu'elle nous a offert de sacrés moments. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne secondaire et ma chaîne Twitch, les liens sont en description. Et avant de partir, pensez à mettre le bouton like et s'abonner dans une course de brouette en bon souvenir de la première saison de NXT. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur la vidéo ou des idées d'autres vidéos dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.